Alors, venez près de moi. Vous n'échappez pas comme ça. Vous avez peur. Alors, est-ce qu'on est bon au niveau du cadre? Bon. On avait fait un petit film, on voulait le passer. Oui, bon, on va le lancer. Ok. Alors, bienvenue à cette... c'est même pas une conférence, c'est un échange avec Jérôme Florentin, qui est directeur de la maîtrise d'ouvrage de Plurial Neuvillia, qui est une filiale d'Action Logement, évidemment. On va parler impression 3D sur un projet à côté de Reims, dont vous êtes effectivement l'auteur, on va dire. En tout cas, vous avez monté cette opération, qui n'est pas la première d'ailleurs. Bonjour. Oui, bonjour, enchanté. Alors, cette opération d'impression 3D, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur l'historique et puis après on passera à un petit film qui va expliquer un peu mieux, parce que c'est pas la première fois. Non, on avait fait il y a déjà 4 ans, 5 ans, on a livré des maisons avec du béton qui a été imprimé. C'était des maisons de plein pied, donc sur la commune de Reims. Et c'était pas tout à fait la même technologie, mais à l'issue de cette expérience, on s'est fixé de nouveaux objectifs. Donc 2 objectifs principaux, faire un immeuble, on avait fait des maisons, on voulait faire un immeuble de logement collectif, donc des étages, et puis amener l'imprimante sur le chantier. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion de faire travailler des entreprises locales, de cette notion de circuit court. Et donc, c'est ces 2 objectifs qu'on s'est fixés et qui ont été vraiment à l'origine du projet Villia Sprint 2. D'accord. Alors, vous n'avez pas précisé, je vais faire le marketing de votre projet. C'est le premier immeuble collectif en Europe imprimé en 3D. Oui, c'est le plus grand. Le plus grand. Il y a déjà eu quelques grosses maisons auparavant qui avaient été faites dans le sud de l'Allemagne, où vient nos partenaires principaux, et une en Suisse. Et effectivement, c'est le plus grand immeuble de logement en Europe qui a été fait à ce moment-là. Voilà. Alors, on a une petite vidéo, c'est ça, qui présente le chantier. Ça vous montre un petit peu l'étape clé du chantier, parce que c'est quelque chose d'assez visuel et on vous propose de le découvrir. Eh bien, vous avez appuyé sur le bouton vert. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, je ne sais pas s'il y a du son, sinon je peux vous le commenter. Ce sont les partenaires, il y a du son. Ben voilà, très bien ces petits films. Alors, expliquez-moi, parce que là, on ne comprend
pas trop ce que vous avez fait, il faut bien savoir que c'est une opération test. Il y a 2 bâtiments identiques qui ont été construits, l'un imprimé et l'autre en construction standard. Et vous allez nous parler des étapes. Exactement. On voit sur le film, il y a 2 bâtiments. Donc celui qui est vraiment des formes très droites, très cubiques, c'est un bâtiment standard, et le bâtiment Villiers-Sprint 2 qui est juste à côté. Pourquoi ces 2 bâtiments? Justement, on est vraiment dans le cœur d'une innovation. C'est la première fois qu'on construisait ce type de bâtiment, et on voulait mener une étude comparative et pouvoir étudier dans les mêmes conditions de temps, de lieu, de mêmes conditions climatiques, de conditions géotechniques. Donc les deux projets, pour avoir une analyse vraiment complète de toute cette phase de construction, sachant qu'on va mener cette comparaison pour la construction et aussi pour la phase d'exploitation qui commence, puisque vous l'avez vu, les 2 bâtiments sont livrés. D'accord. Alors, on va aller sur les grandes étapes, et puis après, vous nous donnerez les grands enseignements de ce comparatif finalement architectural, s'il vous plaît. Alors, les étapes, là, on voit vraiment le résultat. Le résultat, c'est vraiment l'aboutissement, mais il faut savoir qu'on a initié ce projet il y a déjà plus de 4 ans. Au-delà des objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc construire un immeuble et construire sur place, on a créé une équipe. Et il fallait trouver l'équipe qui était capable de faire ce projet. Et l'équipe, elle est internationale. C'était une de nos premières difficultés, il fallait la constituer. Alors, internationale, pourquoi ? Parce que la technologie, elle est assurée par une société allemande qui est leader mondial de la construction, des matériels de construction, c'est le groupe Perry qui est bavarois, avec un outil qui est d'origine danoise, c'est un robot danois, c'est la société Cobod. Et le béton, parce que on parle beaucoup de l'imprimante, mais s'il n'y a pas d'encre, voilà, on est bloqué. Le béton, il est franco-suisse, c'est le groupe Holcim Lafarge qui a initié, qui a formulé ce nouveau béton. On a associé à cette équipe des Français, c'est-à-dire le groupe de Mathieu Barre, parce qu'on avait besoin d'une entreprise locale pour construire et pour construire l'ensemble le reste du projet, le bâtiment standard. Un bureau d'études extrêmement important, le bureau d'études Amodis, qui a un savoir-faire énorme, qui est d'Avignon, pour toute la phase de certification, je vais en parler. L'architecte qui est bordelais, le Obo, et puis Socotec, notre bureau de contrôle qui est associé, et pour qui, pareil, pour la phase certification et pour la phase chantier, était vraiment essentiel. Et puis d'autres partenaires en termes d'isolants, Knauf, Choc en termes de rupteurs, et d'autres partenaires industriels, mais c'est vraiment les principaux. Donc l'étape suivante qui a été longue, c'était la conception menée de front, la conception d'un projet qui était avant tout prévu, dimensionné pour le bien-être de nos clients, et en même temps la conception technique, parce que même si on avait identifié la globalité de la technologie, il fallait pouvoir régler plein de problèmes techniques, et notamment des problèmes de liaison entre ce qui est imprimé et ce qui n'est pas imprimé. Et donc on a géré pendant un certain nombre de mois cette conception technique et cette conception architecturale. On avait besoin de financement, donc une étape importante, ça a été on a été lauréat du concours Alinov. Donc, et je remercie notre groupe, notre maison mère, qui a permis de financer le principal coût de développement du projet, parce que les coûts de développement étaient assez conséquents. Et être lauréat de ce concours, ça a permis de pouvoir assurer ça. La certification. Ça, c'est une étape majeure qui a duré presque 2 ans, donc qui a été menée de front avec tous les partenaires. On n'aurait pas pu travailler de façon séquentielle. Il fallait l'ensemble des partenaires pour pouvoir présenter un dossier de certification qui avait des chances d'aboutir. Donc on a travaillé vraiment de concert avec le CSTB, le Centre scientifique technique du bâtiment, avec des spécialistes du feu et de la structure. Et donc on a abouti par l'obtention de cette certification, c'est une ATEX de KB, qui était vraiment un préalable obligatoire pour pouvoir assurer avoir l'assurabilité de ce bien, et donc il a fallu démontrer la durabilité, la résistance au feu, au gel aussi, de tout ce qu'on peut imaginer,
par des tests en grandeur nature. On a imprimé des murs en grandeur nature en Suisse qu'on a fait venir au CERIB, auquel on a mis le feu pendant des heures. On a fait des tests sur des petits échantillons. On a fait beaucoup de calculs théoriques grâce au bureau d'études Amodis. Et puis, on a obtenu cette certification. Et puis, en mars 2025, eh bien, le chantier d'impression a démarré. Il y avait 3 opérateurs sur le site, on l'a vu dans le petit film. Il y en avait 6 sur le chantier standard à côté, avec des missions et une très haute qualification, puisque devait gérer le robot, la maintenance, la mise en œuvre, le matin, la sécurité. Et tout s'est déroulé dans les meilleures conditions. Et puis, on a livré notre chantier au mois d'avril de cette année. Et donc, on a pu dresser à l'issue, au mois de mai, un retour d'expérimentation sur toute la phase construction. Et on a eu beaucoup de choses très positives parce qu'on a dû prendre des paris. L'enjeu financier, il était vraiment jusqu'au bout. D'accord, merci Jérôme Florentin. Il y a une chose qu'on n'a pas précisée, on est sur du béton de structure. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point? Ouais. Parce que Holcim, Lafarge Holcim, a travaillé sur une encre très particulière. Ce qu'on reprochait avant au béton imprimé, c'était son poids carbone. Oui. Et là, on a un poids carbone, dites-le nous, comment ça se comporte? Alors, on a un bilan carbone, on a une empreinte carbone de notre béton qui est améliorée de 30% par rapport à un béton classique. Et pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, le groupe Holcim Lafarge a travaillé sur une formulation qui est peu énergivore. Il faut chauffer les matériaux pour obtenir du ciment, et on a une formulation qui permet de faire énormément de progrès sur la réalisation du ciment. Et la deuxième chose qui est essentielle, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est essentielle dans le monde de l'impression 3D, et là c'est aussi une innovation dans l'innovation, c'est qu'on a utilisé un vrai béton, c'est à savoir qu'il y a des cailloux dans le béton, alors que tous les autres imprimeurs en béton, et d'utiliser du mortier. Donc il n'y a pas vraiment de cailloux. Et plus on met de cailloux dans le béton, et plus le béton est résistant à quantité de ciment identique. Donc si on met plus de cailloux pour avoir une résistance analogue, on met beaucoup moins de ciment et on a un bilan carbone amélioré. Et là, en plus, on bénéficie, et dans le calcul maintenant, puisque c'est intégré, de circuits courts, puisque nos granulats, ils viennent de la région, ils viennent de la Marne, de Gravières, de la Marne. Sachant qu'un des autres enjeux, c'était l'enjeu de la performance environnementale. La nouvelle RE 2020 était naissante quand on a commencé à initier le projet, et on a voulu anticiper le palier 2025, donc aller un peu plus loin. Et donc, le bilan carbone du projet, il était majeur. C'est aussi une des raisons pour laquelle on voit, vous voyez, les balcons qui sont rapportés, ils sont en structure bois massif. Alors, tout ça pour vous dire que c'est l'équilibre qui compte et qui a permis le respect de du palier 2025 de la réglementation. Et aussi pour dire qu'on n'oppose pas les modes constructifs. On ne va pas dire qu'on fait du tout béton, du tout bois, du tout métal. On aime bien parfois mixer les modes constructifs et mettre tel ou tel matériau et utiliser tel mode constructif là où on en a besoin. C'est ce qu'on a fait sur ce projet. D'accord, je prends plein de notes en même temps. Alors ça fait partie des enseignements. Un enseignement important, c'est aussi la productivité. Ouais, tout à fait. On avait pris des paris, il fallait assurer une certaine productivité. On a eu très peu d'écueils et on n'a pas eu de surprise. On a eu des conditions climatiques parfois difficiles en termes de chaleur, en termes d'intempéries. Et malgré ça, on a imprimé très très vite. Il y a eu 35 jours d'impression pour réaliser toute la structure. Et ça, c'était plus rapide que ce qu'on avait imaginé. Ça, c'est une première chose. Donc globalement, sur un chantier, le même chantier, on gagne plus de 3 mois sur le délai global de construction. Et ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'entre le moment où on a imaginé le projet et les capacités de cette technologie aujourd'hui, c'est qu'on arrive à imprimer vous voyez, c'est des petites couches de béton, hein, vous l'avez vu sur le film, qui sont déposées couche par couche. On arrive à déposer des couches 2 fois plus épaisses. Et le robot s'est allé aujourd'hui 2 fois plus vite. Ça veut dire qu'on va 4 fois plus vite en fait. Donc là, la productivité, ça va de plus en plus vite.
peu de déchets. 2 fois moins de déchets en béton que sur un chantier classique. Il y a toujours des choses qu'il faut refaire, qu'il faut retaper, etc. Il n'y en a pratiquement pas eu. Donc là, une bonne satisfaction sur ce point de vue. Et puis, pas de nuisance. Le robot, il fait 0 bruit. Pas de pénibilité. Donc, c'était effectivement... je ne veux pas dire que c'était une bonne surprise parce qu'on s'était bien préparé, mais on n'a vraiment pas eu d'écueil sur cette réalisation. Alors, 4 fois plus vite, ça veut dire 4 fois plus cher. Ma question, elle porte plutôt sur l'engagement d'un bailleur social vers des nouvelles technologies. On est dans un cycle d'innovation. Tout à fait. Comment ça se comporte ? Alors, il faut dire une chose, c'est que ce projet qui est aujourd'hui un prototype, c'est le seul en France, c'est le plus grand bâtiment de logement en Europe, il a coûté globalement 30% plus cher. Ces coûts sont dus au fait que des robots, il y en existait 3 au moment où on a construit. Le béton a été formulé de façon spécifique pour le projet et la mini-centrale qui fabrique le béton de façon continue, parce qu'il faut alimenter l'imprimante en continu, elle a été aussi conçue spécifiquement pour le projet. Ça veut dire qu'on a des coûts fixes, des coûts de développement qui sont ramenés à l'opération qui font que, j'allais dire, le surcoût est seulement de 30%. Aujourd'hui, on a de nouveaux défis et on sait et on se fixera comme objectif d'aller... les objectifs seront plus économiques que techniques. C'est ça, ça fait partie des difficultés, toujours le coût de la construction. Tout à fait. Alors, quelles autres difficultés vous avez rencontrées, notamment pour l'impression ? On sait que le béton ne se comporte pas de la même manière qu'un béton standard. C'est pas un béton banché, on est d'accord. Oui, tout à fait. Il faut certaines températures. Quelles ont été les limites et qu'est-ce que vous avez appris ? En fait, on a appris qu'il y a, somme toute, pas tant de différence que ça par rapport à un béton classique. On ne peut pas imprimer quand il gèle. Avec du béton classique, c'est pratiquement la même chose. Et au-delà de 35 degrés, on a beaucoup de difficultés et on ne peut pas ajouter de ce qu'on appelle des adjuvants qui permettent d'avoir un béton plus fluide. Donc là, si ces conditions, ces plages de température sont plus respectées, on est obligé d'interrompre. Mais on n'est pas rentré on était parfois à la limite, on n'est pas allé au-delà de ces conditions. De la même façon, voilà, sur les intempéries, quand il neige ou quand il pleut très fort, on peut pas imprimer. C'est un tout petit peu plus restrictif qu'avec du béton classique. Mais voilà, on a eu des intempéries, on a eu de la pluie, on a continué à tourner. Il faut savoir que le matin, on met en place le cycle du robot. Donc il y a un premier cheminement qui est un cheminement test avec un contrôle visuel. Et après, on lance l'impression et l'impression se fait de façon continue sur toute la journée. Ça pourrait même durer toute la nuit. Et les opérateurs alors ils se relayent, bien sûr, mais idéalement, on n'interrompt pas ce cycle d'impression. Donc il faut s'adapter. À ces nouveaux cycles. C'est plus les cycles de je pose les banches, je ferraille, ensuite je coule le béton et le lendemain je décoffre. C'est ça, c'est plus l'objet. Et l'autre sujet, l'autre difficulté, on est moins dans la technique, c'est vraiment un peu le choc des cultures, parce qu'on avait des personnes qui n'étaient pas habituées à nos contraintes, à nos obligations en termes de code du travail, en termes de sécurité. Et donc, on a dû faire un petit peu, pas faire la police, mais expliquer que les EPI, les protections collectives, c'était, même si on est plus sur un site industriel que vraiment un site de construction classique, il a fallu une petite période d'adaptation et au final, ça s'est bien déroulé. L'autre gros sujet, ça a été la durée pour obtenir la TEX, parce que le CSTB a été hyper exigeant. Même si notre béton est structurel, ils nous ont quand même demandé de mettre un petit peu d'armature par endroit, par sécurité. On l'a fait et au final, ils nous ont dit ok, c'était bien, très bien, on a eu notre ATEX sans aucune réserve et on a dû, ils nous ont dit la prochaine fois, vous referez une ATEX, mais ce sera simplifié puisque tous les résultats que vous avez obtenus, vous pourrez les extrapoler à vos futurs projets et la certification ira beaucoup plus vite.
D'accord. Alors avant d'aller vers la massification, c'est-à-dire le futur, Oui. peut-être quand même dans les difficultés, et ce qui peut peut-être poser un frein au développement de cette technologie sur les chantiers, c'est le portique, c'est le robot. Oui. Pour l'instant, il faut que Oui. les entreprises générales Oui. s'équipent. C'est ça. Aujourd'hui, on fait venir Oui. finalement une entreprise allemande pour travailler Exactement. sur les chantiers Oui. français. C'est Oui. pas très grave, hein, Oui. j'ai rien contre les Allemands, mais l'idée, c'est quand même que les entreprises générales s'accaparent ces technologies, et pour ça, il faut massifier. C'est ça. Donc là, j'ai fait, vous avez vu, hein, C'est exactement ça. la liaison. Voilà. Expliquez-nous un petit peu alors. Alors effectivement, le modèle de Péri, ce n'est pas au final de traiter des opérations et de les faire en France ou ailleurs ou en Europe ou dans le monde, parce qu'aujourd'hui ils sont présents aux États-Unis et dans bien d'autres pays. Leur modèle, c'est de vendre du matériel au même titre qu'on vend des grues ou qu'on vend des banches, du matériel de construction, ou de le louer. Sauf qu'il faut louer, en même temps, il faut mettre à disposition plutôt la matière grise parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire, de qualification. Et donc, c'était un petit peu une exception. Les entreprises, qu'elles soient taille moyenne, les grands groupes, les groupes intermédiaires, on travaille avec de Mathieu... Pardon ces grands groupes sont extrêmement intéressés parce qu'ils voient que les métiers sont peu attractifs, il y a énormément de pénibilité, ils veulent conserver un savoir-faire de pouvoir imprimer sur place, et donc c'est une solution. Et donc peut-être que sur les prochains projets, ils sont en train de regarder comment louer un robot ou l'acheter. Le coût d'un robot, c'est à peu près le coût d'une grosse grue, c'est autour de 500 000 euros, 500, 600 000 euros. Donc ce n'est pas quelque chose d'inenvisageable, sachant que les groupes, et même les entreprises moyennes ont des parcs matériels et un robot, il peut être dispatché à droite à gauche. Il faut pouvoir avoir recours aussi au savoir-faire, à la maintenance et au fait de faire tourner ce robot. Mais c'est des choses qui peuvent tout à fait s'envisager avec le partenaire avec lequel on a traité ce marché, ou éventuellement avec de nouveaux partenaires. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut aller vers la massification? On en a parlé, mais quels projets sont dans les cartons? Puis après, on ira vers un jeu de questions. Il nous reste un peu de temps, mais ça devrait aller. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, donc, rapidement. En deux mots, la massification, on n'a pas voulu faire un coup. Il fallait qu'on arrive à démontrer que c'était possible. Et cette étape, aujourd'hui, elle est franchie. On a encore un retour d'expérimentation sur la phase d'exploitation, c'est-à-dire auprès de nos locataires. On a déjà de très bons retours sur le confort d'été. Et là, on les a interrogés récemment et on a d'excellents retours, sachant qu'on vit une période un peu compliquée. Les objectifs, les nouveaux objectifs qu'on voudrait se fixer, qu'on est en train de se fixer, c'est de faire plus grand, un petit peu plus haut. Effectivement, le robot aujourd'hui sait faire un niveau de plus, mais pas encore plus, donc on va y aller progressivement. Par contre, on voudrait partir sur une opération d'une 50aine de logements pour pouvoir faire quelque chose par rapport à 12, 4 fois plus gros. Et l'objectif, il ne sera plus maintenant technique de faisabilité, mais il sera tout aussi ambitieux, ce sera de savoir-faire dans un modèle économique qui soit tout à fait compatible avec nos produits au bénéfice des salariés qui vont occuper et qui vont louer les logements, parce que les loyers, eux, sont de toute façon plafonnés. C'est pas parce qu'on est innovant sur une technologie qui coûte un petit peu plus cher qu'on va louer plus cher. Non, les plafonds sont les plafonds. Donc le nouvel enjeu, il sera économique, et pour ce faire, on bénéficiera des avancées sur la productivité qui sont énormes, sur les réductions des coûts de location de machines, et puis sur une massification, c'est-à-dire faire des projets plus gros en espérant que d'autres partenaires, d'autres opérateurs construiront également pour faire baisser les coûts de façon globale. Début des travaux et livraison. Et c'est toujours dans la On aimerait bien commencer les études dès cette année et puis commencer les travaux d'ici 1 an et demi si tout se passe vraiment bien. Ok, on peut prendre une question ou j'ai pas le droit? On a 1 minute pour une question, donc 1 minute, une question. Je vais prendre celui qui est le plus proche de moi parce que sinon je perds 15 secondes. Très rapide, merci pour votre exposé. Juste une remarque. Le film a présenté, il y a une phrase liberté architecturale. Là, vous avez fait appel à des ingénieurs, des architectes, à des bureaux d'études, à des bureaux de contrôle pour produire ce que vous avez produit là.
est-ce que vous n'avez pas conscience que vous diluez totalement l'architecture? Pensez-vous un seul instant que cet immeuble peut vraiment exister en face de la bourse là? Parce que on n'a pas l'impression que c'est. Alors, ça a été après, pensé par un architecte. Je ne peux pas me positionner sur un avis sur une architecture. L'immeuble a été créé à Besançon, donc on est sur une commune périphérique de Reims. Ce sont des quartiers qui sont assez récents, donc on a des règles qui sont assez strictes en termes de respect d'urbanisme, avec des gabarits, des formes et des retraits, etc. Et donc toutes les règles ont été entièrement respectées. Et quand je parle de liberté architecturale, on a donné à l'architecte un programme. On lui a demandé de respecter ce programme en termes de typologie, de taille de pièces, et on lui a dit, voilà, il avait cette liberté de pouvoir faire des formes courbes, des formes droites, sachant qu'il fallait que les pièces restent tout à fait meublables et habitables. Et donc le résultat est là. Alors, voilà, peut-être qu'il vous plaît, peut-être qu'il vous plaît pas. C'est le résultat. Nous, on en est très contents, mais j'entends toutes les remarques, les avis. On aura beaucoup d'avis. Vraisemblablement qu'on ne construira pas le même immeuble ici. Ça, c'est vrai. Merci. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur ce projet, vous pouvez lire Bâti Actu, ça tombe bien, puisque moi, j'ai fait plein de papiers sur cette opération. Voilà un peu d'autopromo. Merci, Jérôme Florentin, de Plurial Neuvilla. Merci à vous.